Et j'en arrive au troisième point. On a vu que finalement, l'un de nos cadres réglementaires principaux, finalement, c'était quand même l'open data. On était maintenant en plein dans le champ d'application de la loi CADA, sans article dérogatoire. Donc, quels sont ces principes et quelles sont les précautions à mettre en œuvre? Finalement, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, je pense que le plus important maintenant, dans la pratique, c'est ce point-là. C'est-à-dire les vraies questions qui vont se poser, c'est maintenant. Quand vous allez devoir expertiser les exceptions à la mise en open data. Ce qui dit loi dit exception à la loi. Voilà. Donc, principe d'open data, démarche de communication des données sans attendre la demande d'un utilisateur. Si à chaque fois, pour mettre en accès libre, vous devez attendre qu'on vous fasse la demande, bon, c'est plus l'open data quand même. Le but, c'est que les données arrivent sans que l'utilisateur en fasse la demande, normalement, sans restriction technique, c'est-à-dire avec des formats ouverts, sans restriction juridique ou financière injustifiée. On va voir trois principes à cette loi, enfin trois principes. Il y a le principe, en fait, tout ce qui va être un peu obligatoire de communiquer. Finalement, ce sera presque le plus simple. On ne se pose pas trop de questions, ça c'est sûr. Il faudra le mettre en open data. Après, tout ce qui est interdit de communiquer, là aussi, c'est plus ou moins simple. C'est-à-dire là, non, il ne faut surtout pas le communiquer et on n'y touche pas. Et là, si on a des chercheurs dans ce domaine-là, la réponse est non, tu diffuses pas. Et puis tout ce qui est oui, mais, c'est-à-dire oui, on va pouvoir communiquer, mais sous conditions. Et là, les conditions sont plus ou moins faciles à appréhender. Et ce qu'on va voir finalement, c'est que chacune de ces conditions, c'est un sujet en soi. Par exemple, une des conditions, c'est tout ce qui concerne les données personnelles. C'est un sujet en soi, les données personnelles. Je veux dire, ce n'est pas pour rien que certains établissements ont des correspondants informatique et liberté. Il y a des cursus de formation sur informatique et liberté. Vous ne pouvez pas être spécialiste d'informatique et liberté. Donc, si vous avez des collègues qui manipulent la donnée personnelle, à part leur dire « Oula, ces données personnelles, attention », ça va être compliqué. Et on va se rendre compte que pour une grande partie des autres exceptions, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'en fait, les spécialités s'enchaînent finalement. Et c'est compliqué d'avoir une personne, un juriste, référent compétent sur toutes les exceptions à l'ouverture ou aux conditions, au principe de précaution d'ouverture dans l'open data. Oui, le principe, c'est l'obligation, mais on va voir qu'il y a quand même toute une série de données où il faut quand même être précautionneux avant d'ouvrir. Et c'est là que se pose, à mon sens, la vraie difficulté. Obligation de communication. Les données environnementales. On va retrouver des informations dans le Code de l'environnement, dans la Convention Aarhus. Je n'ai pris qu'un des exemples. Alors, évidemment, ce n'est pas si simple que ça, parce que dans le Code de l'environnement, par exemple, là, ce que je vous dis, c'est écrit en l'état. Moi, je lis, par exemple, l'état des éléments de l'environnement. C'est large. L'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines, la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments. Évidemment, il y a des réserves. C'est-à-dire que oui, c'est communicable. Normalement, il y a un principe d'obligation de communication. Mais quand même, des fois, je vous donne un exemple très précis. Vous avez cartographié les lieux précis en France des dernières orchidées sauvages. Il en reste très peu, l'espèce est ultra menacée. Données environnementales, très bien. Éventuellement, paysage. Est-ce que c'est bien de la diffuser sur Internet en open data? Je ne suis pas sûre en fait. Je pense que même pour préserver cette espèce, il vaudra mieux pas diffuser clairement et précisément les coordonnées GPS de chacune des pauvres 5000 orchidées sauvages qui restent en France, parce que peut-être qu'en fait, elles vont être vite cueillies. Donc vous voyez que oui, il y a une obligation de communication. À chaque fois, il y a quand même une question à se poser sur les données qu'on va publier, de vérifier quand même que le fait qu'on va donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le fait de publier cette information ne doit pas elle-même nuire à l'environnement. Pour les données géographiques, je pense que la donnée géographique en elle-même, ça va, c'est plus que nos chercheurs, mais lui, il va y accoler des données, de l'information supplémentaire. Il va y agréger de l'état physico-chimique d'un sol, il va y agréger des populations de référence dans une forêt. Alors bon, évidemment, je prends les thèmes que je connais un peu. Il va y agréger un autre type d'information. Donc, il faut se poser la question de savoir si cet autre type d'information, quand je lis le texte, je me dis ouais, c'est naturel, ok, ça peut correspondre, mais en même temps, voilà, il faut réfléchir. Est-ce que cette publication ne va pas nuire à l'environnement ou voilà. Donc, c'est pas implicite et c'est pas clic-bouton. Oui, tiens, c'est une donnée environnementale, je publie, je ferme mes yeux et c'est bon. A priori, c'est bon, mais il faut quand même un petit peu réfléchir. Et les textes sont là, mais moi, je trouve que ce n'est pas forcément des textes qui peuvent
aider comment on va dire, la personne non avertie. Idem pour les données géographiques, c'est pareil. La directive Inspire, elle n'est pas simple à manipuler. Moi, quand je commence à la lire, je suis loin je ne la maîtrise pas du tout. Donc, quand on me pose des questions qui sont liées à la directive Inspire, je suis bien embêtée. Je ne suis pas spécialiste de la directive Inspire. Et chez nous, à l'INRA, il n'y a personne qui est spécialisé de la directive Inspire. Donc, il faut aller trouver les ressources de gens spécialisés au sein de la directive Inspire quand des questions très précises se posent sur ces données géographiques. Les documents administratifs, ou là, les fameuses communications sous conditions. Voilà, donc là, oui, a priori, on va pouvoir donner, mais attention, ça va être compliqué. Et là, c'est un enchaînement de divers textes. Je n'ai pas repris tous les textes parce qu'ils sont nombreux. Par exemple, les données relatives au potentiel scientifique et technique de la nation, la fameuse PPST, pour ceux qui en ont entendu parler, donc l'intelligence économique notamment. Ça, si vous avez un fonctionnaire sécurité-défense dans votre établissement, il est au fait, normalement, de qui dans l'établissement, alors qui, c'est quelles unités, quelle équipe de recherche chez vous, font des recherches qui peuvent être relatives au potentiel scientifique et technique de la nation, sauf que la liste de ces unités, elle est elle-même classifiée, donc en fait, vous ne pouvez pas y accéder. Donc lui, il va le savoir, mais vous, aidant du scientifique, vous ne savez pas quelle est la liste des unités où il faut faire attention parce que possiblement, ils ne peuvent pas publier comme ça leurs données au motif qu'il y a de la protection du patrimoine scientifique et technique. La protection du patrimoine scientifique et technique, ça ne veut pas dire interdiction totale de publier. Ça veut dire qu'il faut garder la primeur, il faut vérifier qu'on est bien valorisé, qu'on est… c'est toute l'intelligence économique. On fait attention dans ce domaine-là. Et là, on redonne le bébé au fonctionnaire sécurité-défense. On lui dit, bon, là peut-être. La difficulté avec ça, c'est que ça, c'est en cours dans certains établissements, notamment chez le nôtre. On peut quand même avoir des scientifiques qui ne sont pas très au fait, qui sont possiblement dans ce cadre-là. Alors, les fameuses données protégées par le droit d'auteur, on l'a vu, autorisation de l'auteur si l'auteur détient les droits dessus, il faudra faire attention, on ne pourra pas mettre comme ça les données en libre accès, en open data, si on n'a pas les accords qui vont bien. Tout ce qui est protégé par un droit de propriété intellectuelle autre que le droit d'auteur, alors on a vu, c'est tout ce qui est notamment le droit sui generis, le droit des bases de données, et ça va être vraiment vrai aussi pour, il y a une autre slide, dans le cadre de partenariats avec des privés. Faire très attention que là, on va se retrouver avec effectivement du financement de la recherche par des fonds publics, mais avec des privés qui n'ont peut-être pas encore compris que potentiellement, en fonction de ce qu'ils font, le simple fait qu'ils aient été financés par l'Europe va les obliger peut-être à mettre en accès libre leurs données ou pas. Enfin, là, ça risque de poser, dans un premier temps, quelques difficultés avec certains partenaires privés. Donc, il faudra quand même faire bien attention. Les collègues doivent être alertés. Donc, comment ils font leurs recherches et quels sont leurs partenaires. Les fameuses données personnelles, données de santé étant une des données personnelles, évidemment l'accès il est à l'intéressé sans aucune difficulté. En revanche, on ne peut pas donner et mettre en accès libre en open data comme ça les données personnelles de tiers. Il y a une réglementation là pour le coup très précise, puisqu'il y a la loi informatique et liberté qui date elle aussi de 1978 et qui est là en passe d'être détrôné par le règlement européen sur les données personnelles qui a été voté en avril, le 16 avril ou le 14, je ne sais plus très bien, et qui sera d'application en mai 2018 et qui durcit la réglementation sur les données personnelles. Donc tous nos collègues qui travaillent dans le champ, alors qui font des données d'enquête, aussi bien de comportement, je ne sais pas moi, habitudes alimentaires, comportements personnels divers et variés, éventuellement tout ce qui concerne le syndicalisme, je ne sais pas, tout ce qui concerne les données de santé. Le principe dans la loi informatique et liberté, c'est l'interdiction de la collecte, mais évidemment avec des exceptions pour la recherche et des exceptions qui ensuite listent tout ce qu'on a à faire pour vérifier que ces données ne vont pas se retrouver par mégarde sur Internet. Et la difficulté dans ce domaine-là, c'est que bien souvent, il y a une réelle confusion sur qu'est-ce que c'est qu'une donnée personnelle. Et le croisement de données anonymes peut être personnel. Donc, je discutais ce matin encore avec des collègues qui collectent un certain nombre, par exemple, ils vont collecter pour des besoins la taille, le poids, la tension, s'il y a eu un traitement antibiotique ou pas, si c'est fumeur, pas fumeur, voilà. Et puis ils me disent, c'est bon, il n'y a pas le nom, il n'y a pas le prénom, il n'y a pas la date de naissance, il n'y a rien. Oui, sauf que ce qu'ils oublient de voir, c'est que
l'échantillon concerné est assez restreint et qu'il est dans une zone géographique, voire zone d'un EPST identifié, et que simplement, si vous avez un individu qui a une taille soit très petite, soit très grande, vous avez beau dire, vous avez beau faire, n'importe qui pourra l'identifier, puisque cette personne, elle a des caractéristiques qui font qu'elle peut sortir du lot facilement. Donc le fichier n'est absolument pas anonymisé en tant que tel, puisque des recoupements pourraient tout à fait permettre de retrouver des individus. Et ça, c'est assez compliqué. Et alors évidemment, là, typiquement, ce n'est pas le travail, le travail là, c'est informatique et liberté. Donc c'est les spécialistes informatique et liberté des établissements qui doivent accompagner les chercheurs dans ces questions-là. Ça peut difficilement être le réseau IST, ou alors il faut vous spécialiser grandement sur informatique et liberté et données de santé. Les données provenant d'un tiers, ça fait aussi écho à données protégées par un droit de pays. Et là, données provenant d'un tiers, ça va être bien souvent les données provenant, les données provenant d'un partenaire privé. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données-là et comment lui, il va nous autoriser ou pas à publier certaines données, sachant que le premier aspect pour un partenaire privé, c'est « ah ben non, ça c'est mes données, c'est mon patrimoine, c'est comment c'est un secret industriel et commercial, il est hors de question qu'on les publie ». Alors que bon, des fois, on peut se rendre compte que la typologie, la nature des données, ce qui a été travaillé, n'est pas forcément, lui il pense que c'est un secret industriel et commercial, mais dans la vraie vie, ça ne l'est pas. Et avec un peu de compréhension et de connaissance, ces choses-là pourraient évoluer pour justement les mettre en accès libre à la communauté scientifique. L'interdiction de communication, c'est tout ce qui concerne les documents réalisés. Alors là, c'est un petit peu compliqué. On peut, en tant qu'établissement, être amené à réaliser des contrats de prestation de services. Nous, on n'a pas que des contrats de recherche à nos unités, on peut avoir des contrats de prestation de services. Et alors là, si on fait un contrat de prestation de service, il est bien évident que les données qu'on a produites dans le cadre de l'exécution de ce contrat, sans accord de la personne, c'est interdiction de dissémination. La question, elle ne se pose pas, elle se posera que si le partenaire en question, lui, c'est lui qui voit ce qu'il fait de ces données. Nous, on n'a pas communiqué ces données. Toutes les données qui sont liées à la sécurité publique ou au secret défense, alors là, ça rejoint les fameuses ZRR, donc zones à régime restrictif, et tout le travail fait dans le cadre de l'activité d'un fonctionnaire sécurité-défense. Donc, c'est des données qui peuvent impacter la sécurité publique, le secret défense. Alors, secret défense, il va être aussi tout ce qui est qui peuvent avoir un lien avec l'armement, la DGA chez nous. Les données impactant la sécurité des biens, impactant la sécurité des personnes. Par exemple, tout ce qui sort d'un laboratoire chez nous, les fameux laboratoires P4 où on manipule des souches, des virus ou des bactéries extrêmement pathogènes. On peut quand même se poser légitimement la question de savoir si on va publier ou si on va mettre en libre accès des conditions comment on peut faire survivre tel ou tel virus, comment il se reproduit, comment il agit et ainsi de suite, surtout s'il y a un risque en fait qui peut impacter ensuite la sécurité publique derrière, puisque n'importe qui pourrait utiliser ces données-là pour lui-même cultiver le virus et puis hop, voilà, je l'envoie et puis j'élimine un certain nombre de personnes. Donc, chez nous, je sais qu'il y a actuellement tout un gros travail auprès des unités pour essayer de caractériser ces unités, ces fameuses ZRR, et puis mettre en place les consignes qui vont bien auprès des collègues qui, alors eux, c'est pareil, il n'y a pas de question à se poser. L'open data, on oublie tout de suite. Voilà. Mais on oublie aussi vraisemblablement, il faudra là, comment on fait pour les collègues qui veulent publier. Et si en plus, l'article leur demande de mettre les jeux de données et compagnie. Donc eux, là, j'espère qui sont évidemment au courant, au fait, et qui ont les consignes venant du niveau qui va bien pour leur expliquer ce qu'ils peuvent ou ne peuvent faire ou pas. Et ensuite, toutes les données relatives au secret professionnel. Alors, ça fait écho, si vous voulez, à la slide d'avant. Ces données, le principe d'interdiction de communication, parce qu'il y a eu un contrat, parce que ces données ne sont pas de chez nous et qu'elles viennent d'industriels, peuvent aussi quand même être transmises sous condition d'accord de l'industriel, parce que finalement, c'est pas si secret que ça, en tout cas, par principe, c'est secret, secret des procédés, des informations économiques et financières, stratégie commerciale, industrielle, c'est tout ce qui concerne notamment nos partenaires privés. Ça peut quand même être aussi, et c'est là qu'on a quand même une difficulté, où moi, pour l'instant, j'avoue que j'y vois pas très clair, que nous-mêmes, on peut produire, et notamment au titre de cette fameuse PPST, protection du patrimoine scientifique et technique, des données qui donnent lieu à valorisation et à dépôt de brevet. Et là, vous savez très bien
et on a déjà, les services de Valo ont fait un gros travail auprès du chercheur, il est bien évident qu'on ne diffuse pas les données tant que le brevet n'a pas été déposé, sous peine de voir le brevet ne plus pouvoir être déposé puisque l'information aura été divulguée et donc n'importe qui peut la reprendre. Hein? Donc là, on voit qu'on touche du doigt la complexité, finalement, de l'aide auprès du chercheur. Et que là, il faut comprendre son domaine disciplinaire. Donc déjà, c'est quoi pour lui sa donnée de recherche? Où est-ce qu'il va se situer un petit peu dans l'environnement juridique? Est-ce qu'il va être soumis ou pas au droit d'auteur? Comment on va pouvoir l'accompagner? Comment il travaille? Est-ce que c'est dans un cadre collaboratif? Est-ce qu'il y a des contrats de recherche avec des partenaires, des industriels, privés, pas privés? Et voilà. Et donc une fois que j'ai dit ça, on se rend compte qu'en fait, au sein des établissements, cet accompagnement juridique, il n'est pas simple du tout à mettre en place parce qu'il nécessite voilà, comme je vous le dis, moi je me suis formée un peu sur tout ce qui est numérique, mais il y a plein de sujets là où, voilà, maintenant informatique et liberté ça va bien, mais il y a plein de sujets, je ne suis pas capable d'aider le chercheur. Je ne connais pas suffisamment bien les textes. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Alors, ce que j'ai oublié de dire, mais à culpa, un vrai juriste serait dans la salle, il me taperait sur les doigts, c'est que, autre principe important, mais si je ne vous l'ai pas dit, c'était aussi pour simplifier, donc dans les 5 minutes qui me restent là, je l'évoque et puis comme ça je l'aurais dit, je ne l'aurais pas oublié par mégarde et après je pense que on clôt le débat là-dessus. Dans le texte, ils font une différence, vous en avez peut-être entendu parler, entre l'accès aux documents administratifs et la réutilisation des documents administratifs. Bon, sauf que cet accès, moi quand on lit les textes, on ne vous explique pas précisément c'est quoi vraiment la différence, quoi. Et dans la vraie vie de l'open data et de l'accès à nos données de recherche, sans réutilisation, l'accès sans la réutilisation n'a pas de sens. Donc, moi, j'ai pris le parti de ne pas, voilà, je vous le dis maintenant entre parenthèses, parce qu'un juriste vous précisera bien qu'il y a une différence entre l'accès et la réutilisation, mais je n'ai pas d'exemple, en tout cas, au moins au niveau des données que fait l'INRA, qui pourrait motiver cette différence. Nous, si quelqu'un a accès, au vu de toutes les exceptions aux données, il a forcément la réutilisation derrière. Voilà. Et en science, ça n'a pas de sens de dire aux collègues je te donne accès aux données, mais surtout, tu n'as pas le droit de les réutiliser. Si tu as accès, c'est que tu réutilises derrière. En revanche, en fiscalité, là je parle, c'est des exemples que je ne maîtrise pas trop, il se pourrait tout à fait que certaines données fiscales soient accessibles aux citoyens, je pense aux certaines déclarations de patrimoine d'élus et compagnie, mais ne soient pas réutilisables. Là, cette notion d'accès et de réutilisable, elle prend son sens, c'est-à-dire vous pouvez aller regarder, vous pouvez savoir le patrimoine, mais vous n'avez pas le droit de redonner l'information, de la publier, vous n'avez pas le droit de la réutiliser. Par contre, vous pouvez y avoir accès si vous faites la démarche d'aller dans l'établissement. Mais je n'ai pas d'exemple sur les données de la recherche à vous communiquer là-dessus. Donc moi, je pense que le plus simple, c'est, oui, il y a cette différence dans le texte, je pense qu'elle n'est pas adaptée à nos spécificités en termes de données de la recherche. Donc, l'audition de l'origine des données, est-ce que le collègue a produit ou pas, le chercheur, il est en producteur des données qu'il veut organiser en base de données, ou est-ce qu'il a l'autorisation du fournisseur? Quelle est la licence d'utilisation? Est-ce qu'elle correspond à ses besoins? Et bien souvent, c'est valable aussi d'ailleurs pour les licences de logiciels, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec les fournisseurs initiaux de la base, surtout si c'est des collègues scientifiques eux-mêmes, parce qu'ils peuvent tout à fait accepter d'autres conditions de réutilisation de leurs données pour qu'elles soient conformes à le besoin du collègue chercheur. Sinon, on se retrouve avec des difficultés. Nous, on a beaucoup de collègues qui ont pu constituer des bases en allant piocher des jeux de données à droite, à gauche, sans s'être inquiétés de qui les avait produits, des droits qu'ils avaient après. Et quand ils viennent me voir ou nous voir, en nous disant maintenant, moi, je voudrais ouvrir ma base. Ah oui, mais d'où viennent les données? Ah, tu as été les chercher là. Est-ce qu'on a des informations? Pas des informations. Ça complique grandement l'ouverture ensuite de la base de données. Donc tous ces points-là, il faut essayer de s'astreindre à les réfléchir en amont, et ça peut tout à fait évidemment faire partie des plans de gestion de données, de savoir d'où viennent les données que je vais utiliser, qui les a produits, quelle autorisation j'ai dessus. Et réexaminer le type ou la nature des données, c'est-à-dire tout ce qui a été présenté dans les diapos précédentes
sur est-ce que j'ai affaire à de la donnée personnelle, de la donnée environnementale, de la donnée cartographique, de la donnée géographique, quel droit peut s'exercer dessus, est-ce que je vais pouvoir, au vu de la législation qui peut s'appliquer, faire ce que je souhaite, ou est-ce que je vais avoir une contrainte réglementaire forte qui va impacter mes décisions sur l'ouverture ou pas de mon jeu de données. S'il crée la base de données, la question des données personnelles, hein, alors bon, je l'ai laissé, anonymiser les données personnelles. Je pense que c'est, pour beaucoup de collègues, un vrai problème parce que les personnes pensent anonymiser et en fait, ils n'ont pas anonymisé. Il y a plein d'articles d'informaticiens de par le monde qui arrivent à vous prouver par A plus B qu'on n'est jamais anonyme et qu'aucune technique d'anonymisation est vraiment valable. Donc ça sera quand même un vrai problème, les données personnelles. Moi, je ne saurais que trop vous conseiller, si vous avez un correspondant informatique et liberté, que de travailler avec lui dans le cadre de collègues qui manipulent de la donnée personnelle, parce que je l'ai vraiment expérimenté. On pense avoir des jeux anonymes et par recoupement assez simple de données, ils ne sont pas anonymes en fait. Hein. Voilà, je vous donnais l'exemple de croiser une taille un peu extraordinaire dans un jeu de données assez faible. Bah, vous pouvez retrouver assez facilement l'individu. Évidemment, séparer les données par type pour, si vous avez une nécessité de pouvoir diffuser certaines données et pas en diffuser d'autres. Donc des dialogues importants en amont avec les collègues informaticiens qui vont prévoir les outils et les accès nécessaires pour permettre des accès différenciés. Et ça, c'est facile quand on le dit au début, parce que ça se construit aisément, mais c'est compliqué quand on le dit à la fin. Ah, j'ai oublié de te dire, tout le monde n'a pas les mêmes droits d'accès. La base est réalisée en partenariat. Il faut bien évidemment s'entendre avec les autres partenaires sur les conditions de diffusion des données et de la base. Le fameux Data Management Plan n'est autre que, la plupart des données de toute façon seront dans une base de données. Il faut qu'on sache précisément avec nos partenaires ce qu'on veut faire de la base finale. Est-ce qu'on va la diffuser, pas la diffuser? Si on ne la diffuse pas, est-ce qu'il y a des restrictions réglementaires ou est-ce que c'est simplement on a décidé de se mettre d'accord sur un embargo, pas un embargo? On peut se rendre compte dans certains projets que des collègues peuvent avoir des points de vue différents sur cette notion d'embargo. Elle n'est pas si triviale que ça. Vous pouvez en avoir un qui était persuadé qu'implicitement, évidemment, qu'on diffusait tout de suite, et puis l'autre, ah ben non, implicitement, on attend la publication. Enfin, des fois, on peut rencontrer ce genre de situation. Donc, c'est très important de discuter en amont avec ses collègues, pour le scientifique, et qu'il ait bien compris qu'il va falloir quand même qu'il s'entende avec les autres pour savoir ce qu'il peut faire avec eux. Évidemment, la licence de réutilisation. La licence de réutilisation, elle a aussi principalement pour but de prévenir la personne qui va réutiliser vos données de ce qu'il va pouvoir faire. Alors bon, je mets un bémol ici, parce que libre réutilisation maintenant, ça veut dire que finalement, vous ne pouvez pas interdire grand-chose à la personne qui va réutiliser vos données. Vous lui signalez juste que vous êtes l'heureux initiateur de la base et que la paternité de ce jeu de données vous revient. On n'aura peut-être plus à vraiment la choisir, elle peut être imposée cette licence prochainement. Et puis la licence de réutilisation payante, il va falloir y réfléchir sérieusement au sein des établissements. Je pense que là, c'est vraiment avec les services et les délégations partenariat, transfert, innovation, délégation de la valorisation, peu importe, au sein des établissements, tous les personnes et les services qui s'occupent, entre guillemets, de la valorisation au sens large, de voir avec eux ces questions-là, comment on interprète le côté accès gratuit à l'information publique de la loi Walter, qui transpose la directive PSI. Donc j'ai redonné des exemples de licences, encore une fois, à prendre avec des pincettes en attendant le futur projet. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que si ce décret avec les licences, il a lieu, il n'est pas sorti demain. Donc, on a quand même encore un peu de temps pour utiliser les licences. Moi, la seule chose qui me pose question actuellement, c'est les contraintes pour la réutilisation qui sont donc induites par les Creative Commons autres que la Creative Buys, donc la contrainte de l'utilisation non commerciale, la contrainte de la non-modification, par exemple. Ce n'est pas une libre réutilisation, c'est une réutilisation avec la contrainte de pas modifier, de pas usage commercial. Idem pour l'ODBL, qui est une licence de type copyleft. Alors ça, c'est un terme qui est beaucoup employé dans le monde du logiciel libre. Ça veut dire qu'elle s'hérite
Et la base que vous aurez fait, les nouvelles données que vous aurez générées à partir du jeu initial, vous devrez aussi le mettre sous cette licence. Et on voit bien que c'est une contrainte quelque part. Ce n'est pas une libre réutilisation. Parce que la contrainte, c'est que la personne devra réutiliser cette licence. Donc, je ne suis pas sûre qu'elle sera dans le décret. Et la fameuse licence étalable, qui alors elle, pour le coup, ne pose pas de difficulté. Alors, comme je le disais au début, cette présentation, elle est quand même issue de 2 ans de travail à travers un groupe juridique, un groupe interorganisme d'experts juridiques, où on a produit, on est en cours de finalisation de la production d'un guide juridique à destination des chercheurs, où on reprend de façon assez détaillée, peut-être même trop encore, bien qu'on ait vraiment souhaité faire quelque chose de simple, de toutes les exceptions que je vous ai présentées. C'est-à-dire, on ne revient pas sur les notions de cadre réglementaire, on parle de la fameuse loi CADA, et on explique aux chercheurs de façon un peu plus précise, mais pas trop parce que ça ne peut pas être aussi précis. Par exemple, tout ce qui va être interdiction de communication, on parle des fameux ZRR, mais la conclusion qu'on donne, c'est allez voir votre fonctionnaire sécurité défense. Ce n'est pas le guide qui va vous expliquer si oui ou non vous êtes dans une ZRR. Ça, c'est simplement pas possible. Pareil pour informatique et liberté. On va vous expliquer que croiser des données que vous pensez anonymes peut être en fait une donnée personnelle et qu'il faut faire attention. Et donc, la conclusion, c'est d'aller voir votre correspondant informatique et liberté si vous avez la chance d'en avoir un. Donc, ce guide, il se veut une alerte à toutes ces exceptions, finalement, à la mise en open data. En revanche, il ne va pas être la solution miracle pour s'affranchir de éventuellement se faire accompagner par un juriste et ainsi de suite. Voilà.